Bonsoir, bienvenue sur RDI 105.1 pour ce deuxième tour, pour ce deuxième débat pour les élections municipales qui auront lieu le 15 mars prochain. Alors nous recevons ce soir les 4 têtes de liste de Remire-Montjoly. Donc nous allons commencer par Aline Charles pour Construisons ensemble un nouveau Remire-Montjoly. À côté d'elle, Naël Lama, Innover pour Remire-Montjoly. Claude Plénette, Agir ensemble pour l'avenir de Remire-Montjoly, et Jean Ganty, candidat maire sortant, et candidat également, engagé pour le bien vivre ensemble à Remire-Montjoly. Bien, merci mesdames et messieurs d'être venus ce soir. Les règles, nous les avons évoquées, on peut les rappeler succinctement. Ce débat va comprendre 2 parties. La première, qui sera moins importante, sera consacrée au bilan et au diagnostic. Le bilan du maire sortant, bien entendu. Et le diagnostic, ce sera le commentaire, votre analyse sur ce qu'a été la politique de la ville de Remire-Montjoly au cours de la dernière mandature. La deuxième partie, c'est celle qui, au fond, nous intéresse le plus. Elle sera consacrée au projet et au programme. La façon dont la ville de Remire-Montjoly évoluera au cours des 6 prochaines années, de quelle façon ça se fera et comment y vivrons-nous pendant ce temps-là et pourquoi pas au-delà. Bien, dans le tirage au sort, donc le premier à intervenir est donc Monsieur Claude Plénette. Alors, je peux rappeler que Remire-Montjoly, c'est un peu plus de 24 000 personnes, c'est 24 700. Ah oui, bien sûr, les 25 700 personnes. Ce sont les chiffres à la fois INSEE et ministère des Finances pour être un petit peu sérieux. Alors, c'est une ville qui est un peu plus, où les gens sont un peu plus âgés qu'à Cayenne, hein. Vous avez 45% de moins de 30 ans. Les revenus, si on prend le revenu par foyer, le revenu fiscal, grosso modo, c'est 4 000 € par foyer à Remire-Montjoly, et à Cayenne, on est à 2 500 €. Donc c'est une ville dont les usagers, des administrés sont plus prospères. On verra ensuite un certain nombre d'indicateurs, mais ça nous dit une chose, c'est que le profil socio-économique des habitants de Remire-Montjoly est très caractérisé. C'est une population souvent de propriétaires, de fonciers. Là, on verra, si vous le souhaitez, parler de fiscalité. Donc on peut commencer faire le bilan. Alors le bilan, le diagnostic. Monsieur Claude Plénette, quel regard avez-vous sur la mandature du candidat sortant ? Bonjour à vous et bonjour aux éditeurs qui nous écoutent. De toute façon, si en tout cas moi je suis en face de vous aujourd'hui, c'est qu'on constate que le bilan n'est pas satisfaisant, et je pense que les autres, si aujourd'hui aussi on a 3 listes en face du maire sortant, c'est que on constate quelque part que le bilan n'est pas satisfaisant. Vous avez rappelé effectivement un certain nombre d'indicateurs qui pourrait justifier aussi le fait qu'on pourrait attendre un peu plus en termes d'équipement public, en termes de cadre de vie, en termes en termes de culture, en termes d'associations sportives, en termes de développement tout simplement. Donc le bilan, je vais laisser le soin au maire de le faire. Ensuite, après, moi, je vais libre à moi de le commenter, mais la bienséance voudrait que je réagisse après. Voilà. Bien, alors peut-être Monsieur Ganty, voulez-vous faire le bilan maintenant ? Bonsoir Monsieur Germain, bonsoir aux autres candidats, bonsoir aux auditeurs. Oui, je suis le maire sortant, alors effectivement, c'est sûr qu'il faut que je défende mon bilan. Et je l'assume, ce bilan, parce que je pense que avec mon équipe et avec le conseil municipal, parce que nous avons beaucoup voté à l'unanimité beaucoup de projets, je pense que nous avons réalisé beaucoup. Nous avons changé Remire-Montjoly, nous avons fait évoluer la ville de Remire-Montjoly. Et le premier point sur lequel je m'appesantirais, si vous voulez, c'est la cohésion sociale. Nous n'avons laissé personne face aux difficultés de la vie, et nous avons renforcé les liens intergénérationnels pour maîtriser la fracture sociale. Qu'est-ce que nous avons fait dans ce sens-là ? Eh bien, tout simplement, nous avons créé le pôle social. Le pôle social où nous avons installé le centre communal d'action sociale. Nous avons installé la mission locale.
la CAF et la Caisse générale de sécurité sociale en un pôle, ce qui permet justement de dire aux jeunes, voilà, nous vous mettons dans la citoyenneté. Vous avez des contacts avec l'extérieur. Et puis, nous avons aussi, dans ce cadre-là, eh bien, mis en place la régie de quartier. La régie de quartier qui fonctionne très bien, qui fait de l'insertion avec les jeunes. Et dans ce cadre-là, on doit reconnaître que la régie de quartier a beaucoup fait d'abord sur Rémière-Montjoly et d'ailleurs maintenant avec Guyaclic et SEM sur l'ensemble de la Guyane. Nous avons créé beaucoup d'emplois pour les jeunes, beaucoup. Nous recrutons pas mal de jeunes au niveau des différents services de la mairie, mais nous avons aussi créé avec la DDJS ce que l'on appelle les emplois civiques. C'est plus d'une centaine de jeunes qui sont employés dans les emplois civiques, encadrés par ce qu'on appelle des PAVA, une quarantaine de PAVA, des points d'appui à la vie associative. Et tout ça fait que, véritablement, nous avons donc cherché à faire en sorte que la jeunesse ne soit pas oubliée. Et ça, c'est dans le cadre de la cohésion sociale. Sur le plan de la cohésion sociale, si vous le permettez, il y a 2 chiffres. Montjoly n'est probablement pas l'une des communes les plus affectées par le chômage, puisqu'en fait, on en compte 19%, alors qu'à Cayenne, ils sont 2 fois plus, grosso modo. Donc, ce n'est peut-être pas là-dessus. Enfin, je trouve, les autres prétendants diront ce qu'il en est, mais vous avez porté un effort là-dessus. Quand vous parlez de cohésion sociale, est-ce que vous parlez aussi de mixité sociale ? Alors là, si vous parlez de mixité sociale, je ne sais pas si vous parlez de logements sociaux avec de la mixité. Voilà, oui, de mélange des populations. Puisque j'ai bien dit que nous avons renforcé les liens intergénérationnels. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que les plus jeunes et les plus anciens puissent de temps en temps se retrouver. Donc ça, c'est les liens intergénérationnels. Alors maintenant, si vous parlez de logements sociaux, nous parlerons donc effectivement de la mixité sociale au niveau des logements sociaux. Je dois dire que nous sommes la seule commune, pratiquement en Guyane, qui apportons notre cautionnement pour les logements sociaux à 100%. 100%. Tous les bailleurs sociaux peuvent vous le dire. Les 3 bailleurs sociaux, quand ils nous demandent de leur apporter un cautionnement, eh bien nous n'hésitons pas. Et le conseil municipal, à l'unanimité, vote justement ce cautionnement. Alors les logements sociaux, bien sûr, nous cherchons la mixité sociale. Et la construction de logements sociaux nécessite du foncier. Il faut savoir qu'à Rémière-Montjoly, le foncier communal n'existe pratiquement pas. Nous sommes obligés, n'existe pas. Nous sommes obligés d'acheter du foncier lorsque nous voulons faire des... Mon prédécesseur, le docteur Edmar Lama, a dû acheter du foncier pour pouvoir faire le stade que nous appelons aujourd'hui. Je vais devoir vous interrompre parce qu'effectivement, les autres candidats ne lèvent pas la parole, mais je pense qu'ils souhaitent ardemment le faire. Sur ce premier aspect des choses, le bilan social, par exemple. Naël Lama, qu'avez-vous à dire ? Déjà, bonsoir M. Germain, bonsoir aux Rémière-Montjoliens. Concernant le diagnostic, vous avez rappelé un petit peu les chiffres et le profil de Rémière-Montjoly. Et c'est vrai que chez nous, nous avons un certain art de vivre qui a été façonné par la précédente mandature, du Dr Lama en particulier. Mais force est de constater que depuis 12 ans, cet art de vivre n'a pas progressé. Vous savez bien qu'au bout d'un moment, lorsqu'on ne progresse pas, on régresse au bout d'un moment. Donc ça, c'est le premier diagnostic. Enfin, art de vivre, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est qu'un art de vivre ? C'est aller au restaurant, c'est en fait, c'est une qualité de vie qui fait que vous avez des zones très urbaines et vous avez la plage pas si loin que ça, par exemple. C'est pas partout qu'on a ça, hein. Donc c'est du qualitatif. Il y a vraiment un potentiel particulier à Rémière-Montjoly. Et puis ensuite, vous avez des gens, comme vous l'avez dit, d'un certain niveau social, une certaine éducation. On a tous une belle éducation qui nous permet justement de faire un débat dans les meilleures conditions. Mais comme je l'ai dit, cet art de vivre n'a pas été valorisé depuis une douzaine d'années, c'est clair. Mais pourquoi dites-vous ça ? Qu'auriez-vous fait si vous avez été à la place du maire ?
Déjà, en termes de gouvernance, j'aurais été beaucoup plus proche, beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus à l'action. Ça, c'est clair, de manière générale. Et puis, impulser beaucoup plus de dynamisme dans les choses. Après, vous savez, il y a pas longtemps, j'ai vu un documentaire avec le général de Gaulle qui expliquait que de manière générale, l'électorat veut le progrès, mais il veut aussi l'ordre. Il veut le progrès, mais pas la pagaille. Et c'est vrai. Donc l'idée, c'est de trouver cet équilibre-là. Mais de manière générale, le désir légitime de tranquillité ne peut pas être une excuse à l'immobilisme. C'est pas possible. Bien, immobilisme, Aline Charles. Alors, quel est votre diagnostic sur le volet social de la politique du maire? Messieurs, bonsoir. Alors, je suis surtout surprise d'entendre Monsieur Gonti dire qu'il n'a laissé personne sur le bord de la route. Parce que justement, cette route, quand on y passe, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui sont devenus des professionnels du gardiennage d'épicerie. Donc, je suis très surprise d'entendre que personne n'est sur le bord de la route. Je crois que aujourd'hui, quand on vit Rémy Joly, on se rend bien compte que effectivement, il y a une certaine qualité de vie que nous avons eue, que nous avons encore, et cette qualité de vie aujourd'hui ne doit plus être simplement habiter Rémy Joly pour dormir à Rémy Joly. Il faut qu'on puisse aujourd'hui effectivement dynamiser Rémy Joly pour qu'elle ne soit pas juste une ville dortoir. Il y a énormément de choses à faire et je sais qu'on va en débattre là. Alors, allez-vous, M. Plénat, qu'en pensez-vous? Je partage pleinement ce que vient de dire Madame Charles sur le constat. Effectivement, on pose une question concernant le bilan, on nous répond lien social. Le bilan, j'aurais aimé aussi entendre un certain nombre de réalisations en termes d'équipement public. Vous avez rappelé un certain nombre de chiffres tout à l'heure concernant la population. Vous savez que Rémy Joly gagne pratiquement 1000 habitants par an en moyenne. 1000 habitants qui arrivent, ce sont aussi des personnes qui arrivent avec des enfants, avec un certain nombre de besoins en termes d'équipement public, en termes d'école, en termes de trafic routier. La preuve, pour me rendre ici, j'ai pris un certain temps puisqu'on est aux heures de pointe. Donc, il faut à un certain moment qu'on ait cette vision. Quand on nous dit que, par exemple, il n'y a pas de foncier à Rémy Joly, mais c'est gravissime, de foncier communal, c'est gravissime. Ça démontre tout simplement un manque de vision, parce qu'on a la possibilité à un certain moment d'avoir une vision sur 10 ans, sur 15 ans, et de faire des réserves foncières. Effectivement, si aujourd'hui on doit acheter un terrain, on l'achète au prix du marché, à pratiquement 220 euros le mètre carré, alors que si on avait une vision d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, le prix du mètre carré, on l'aurait payé peut-être 100 francs à l'époque. Ou quelques euros. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est cela, c'est le problème de dynamisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'a pas compris qu'à un certain moment, il fallait changer de braquet. La société, elle change. Les modes de gestion changent. Les entreprises d'il y a 20 ans ne sont pas les entreprises d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le numérique. Moi, j'ai l'impression qu'on est resté d'une façon statique à Rémy Joly. Et quand je parle de Rémy Joly, je parle bien de la gouvernance. On est resté sur un mode de gestion, je ne vais pas dire du siècle passé, mais presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller vers le cofinancement, aller vers les autres, aller vers les autres collectivités comme la CTG, comme l'État, comme l'Union européenne, pour se battre. Un maire, aujourd'hui, est un chef d'entreprise. Il est chef d'une petite PME de 270 employés, d'un budget conséquent. Donc, il faut aujourd'hui avoir cette volonté, ce dynamisme-là. Et c'est ce que moi, je souhaite représenter avec mes colistiers, en tout cas l'équipe qui m'entoure, un bloc de compétences, pour qu'on se mette non pas en marche, mais qu'on court vers le rattrapage à Rémy Joly. Oui, alors ça nous amène quand même à demander si vous étiez dans l'opposition. Oui. Monsieur Gonti indiquait tout à l'heure que beaucoup de projets étaient votés à l'unanimité, ce qui veut dire que, par exemple, vous aviez connaissance des ressources pour financer ces équipements ou ces infrastructures publiques, mais comme vous étiez dans l'opposition, vous n'avez pas pu faire valoir vos droits. Enfin, votre droit de parole, c'est ça. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et quand vous dites qu'on votait à l'unanimité, mais bien sûr, quand il s'agit de voter pour la gestion courante
Il y a un problème technique, non? Oui, il y a un retour. Non, je crois que c'est quelqu'un qui utilise son téléphone. Je vous en prie, continuez. Oui, alors quand vous dites qu'on vote à l'unanimité, mais bien sûr, quand on vote pour la création d'une école en 2008-2009 qui n'est toujours pas sortie de terre, bien sûr qu'on est pour. Quand on vote pour la dénomination d'une rue, bien sûr qu'on est pour. Mais quelque part, c'est de cela qu'il s'agit. Mais chose pratique, monsieur voilà. Plenette. Quels sont les travaux, les grandes opérations d'infrastructure que vous auriez souhaité voir émerger et qui n'ont pas été réalisées parce que les fonds n'ont pas été mobilisés, par exemple? Alors, par exemple, un exemple tout simple. Là, en ce moment, on rencontre un certain nombre de présidents d'associations, de membres d'associations, qui nous font à chaque fois remonter la problématique du sport à Rivière-Montjoly. Je prends juste cet exemple. Mais la création d'un hall sportif, on l'attend toujours. Le hall du Vieux Chemin remonte à, je serais même tenté de dire, au siècle dernier, et je ne mens pas. Il remonte au siècle dernier. Donc, ça veut dire qu'on a un manque de vision. Alors, c'est vrai, la mairie ne peut pas tout faire, ne pourra pas tout faire. Mais le reproche que moi je fais, c'est qu'on n'a pas cette volonté d'aller croiser les financements. Tout à l'heure, le maire a évoqué les cautions. C'est ce qu'on appelle des garanties d'emprunt. Bon, la garantie d'emprunt, c'est ce qui vient après le financement même du promoteur. C'est en gros la partie la plus facile. Le promoteur se bat pour son financement, vient chercher, entre guillemets, une garantie d'emprunt au niveau de la mairie, on le vote, et puis c'est terminé. Mais l'effort qui est fait par des financements privés à Rivière-Montjoly. Dites-moi, sur 12 ans, quel est l'équipement public majeur à Rivière-Montjoly? Monsieur Ganti. On l'attend toujours. Alors, je vais bien sûr répondre à tout ce qui a été dit, parce que il est vrai que c'est facile de venir devant un micro et de dire que je ferais mieux, alors que en fait, nous avons travaillé ensemble au niveau du conseil municipal. Quand je vois effectivement qu'on me dit qu'à Rivière-Montjoly, nous n'avons pas participé au développement économique, alors je voudrais quand même que certaines personnes se souviennent en 2008, là où nous étions. Aujourd'hui, vous avez tous les services de proximité qui sont à Rivière-Montjoly. Nous avons un équilibre entre les grandes surfaces, à Rivière, à Montjoly. Nous avons un équilibre au centre de Rivière-Montjoly. Enfin, on parlait des infrastructures, on parlait des chantiers, des travaux, c'est ce qui parle. Ce serait bien de répondre à ces questions-là. Oui, permettez quand même que mais je vous en prie. Je réponde un petit peu. Si M. Ganti met un supermarché dans son bilan, permettez. Non, ça permet à la population de rester à Rivière-Montjoly. Je suis désolé. M. Ganti, on vous parle de votre bilan, c'est-à-dire avec les fonds publics. Qu'est-ce que vous avez fait avec les fonds publics, de l'investissement de la commune? C'est de ça qu'on s'agit. Et c'est pour ça que j'ai répété tout à l'heure, et je vous l'ai dit, c'est que ce sont des fonds privés. Qu'avez-vous fait des fonds publics? C'est en termes d'investissement. En termes d'investissement, j'ai terminé le stade qui avait été commencé par mon prédécesseur. Voilà. Je l'ai terminé dans le cadre de la base avancée. La piste d'athlétisme qui n'était pas programmée, je l'ai fait. C'est vous qui avez construit le... Non, monsieur, vous avez participé. Monsieur Plenette, c'est du cofinancement. Arrêtez de dire n'importe quoi. Si vous voulez, en fait, j'ai donc terminé le stade, qui était la vision de monsieur Lama. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place les terrains annexes, qui permettent maintenant aux jeunes footballeurs de pouvoir s'exprimer, et au rugby, qui avait des problèmes. Le pôle social, je ne sais pas si on ne peut pas le classer dans un bâtiment public, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Nous avons fait, au niveau des écoles, nous avons construit 34 classes. 34 classes, si vous calculez, cela fait 2 groupes scolaires en gros. Pourquoi nous avons fait les extensions scolaires? Parce que justement, il était difficile de trouver des financements. L'État, par le biais du rectorat, n'accompagnait pas les communes comme la nôtre dans la construction des groupes scolaires. Parce que les écoles relèvent de la compétence des communes, monsieur Ganti. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, nous avons programmé, puisque maintenant la CTG et le rectorat ont décidé de nous accompagner pour la construction des 2 groupes scolaires que nous allons faire, à l'écoquartier et à Cabassou. Ces 2 groupes scolaires sont programmés.
Les financements sont déjà sur... Excusez-moi, en fait, mais là, je sais pas, c'est quoi la vision en fait du maire en fait? C'est ça qu'on voudrait savoir. Non, Vous, attendez, en tant que sportif, on pourrait vous demander quel point de vue vous partagez, puisqu'apparemment il y a de grands équipements qui auraient pu voir le jour, qui ne l'ont pas. Est-ce que vous avez été témoin de ceci? La vision que j'ai en tant que sportif, c'est qu'un jour, je me promène du côté du foyer rural et il y a des enfants qui jouent au basket. Et quand il pleut, ben voilà, c'est fini, ils peuvent plus jouer au basket. C'est ça la vision que j'en ai à l'heure actuelle. Bon, c'est vrai que je fais pas les choses pour moi, mais en tant que sportif, oui, je suis sensible aux équipements sportifs, c'est clair. Mais vous savez, au-delà de ça, il y a aussi la question de la valorisation des sportifs. Moi, je me souviens qu'avant, lorsqu'un sportif de Rémy-à-Montjoly s'illustrait, on lui faisait honneur, on le recevait, mais ça c'est fini, ça. Depuis longtemps, hein, vraiment. Et on a même voté au niveau du conseil municipal. Bon, mais je reviens à ma première question, c'est quelle est la vision de bâtisseur voilà, parce que j'ai entendu qu'on finit les équipements de la prochaine mandature, bon, y a pas de problème, on aime ça. Mais quelle est la vision du bâtisseur du maire d'aujourd'hui? Oui, mais ça sera dans le projet, on a dit. Hein. Pour l'instant, vous me parlez du bilan. Oui, je vous propose de faire un point sur les temps de parole. Je voudrais savoir où l'on en est à ce moment-là. Nous avons commencé l'émission à 18h20, il est 18h40. Est-ce que l'on a des temps? Il serait intéressant de savoir qui est le plus en avance, c'est-à-dire quel est celui qui a le plus parlé et quels sont ceux qui sont le moins intervenus. Donc, je pense que, en attendant que je pense que les résultats sont clairs et Madame Charles ne va pas s'exposer à une critique sur ce point-là. Donc, je souhaiterais que vous puissiez vous exprimer vous aussi. Je vous en prie, faites. Alors, sur les équipements et les travaux d'infrastructure, c'est ça qui nous intéresse parce qu'on va pouvoir passer au deuxième point. Mais tant qu'on n'a pas épuisé celui-ci, alors j'aimerais avoir votre diagnostic. Qu'en dites-vous? Alors, je suis interpellée parce que M. Ganti dit qu'il a rajouté des infrastructures sur le stade Edmar Lama qui a été fait. Il y a même maintenant un terrain de rugby. Mais à ma connaissance, il n'y a même pas d'équipe de rugby à Rémy-à-Montjoly. Donc, je pense que c'était pas une priorité. Par contre, il y a énormément d'équipes de football. Il y a énormément de jeunes, effectivement, qui jouent au basket et qui auraient envie d'avoir des plateaux sportifs couverts pour pouvoir... parce qu'il y a 2 saisons en Guyane, hein, saison des pluies et le soleil. Donc, mon fils... Là, entre la peste et le choléra, il faut choisir, mais il aurait été quand même plus judicieux de prévoir, plutôt que d'investir sur une infrastructure de rugby, puisqu'on a déjà des clubs qui existent, on a des bénévoles qui se donnent, de prévoir quelque chose pour le football, pour le hand ou pour le basket. Et je pense que ça, en termes d'infrastructure aujourd'hui, je pense qu'autour de la table, nous sommes conscients qu'il faudra non seulement restaurer les infrastructures qui sont existantes, mais surtout pouvoir créer aujourd'hui un cadre qui permette aux sportifs de la commune, et Dieu seul sait qu'il y en a, de pouvoir s'entraîner et faire de leur passion quelque chose où H24 ils sortent soit de l'école, du travail, et qu'ils puissent s'entraîner dans de bonnes conditions. Je pense que c'est quelque chose de fondamental, et en tout cas l'équipe qui m'accompagne a mis cela comme étant un axe fort dans les choses que nous souhaiterions faire dans cette commune, parce qu'aujourd'hui, il faut entendre ces associations qui sont là au service, pas simplement des jeunes, hein, de toute la population, parce qu'il y a aussi des vétérans, il y a des associations sportives de vétérans. Il faut penser bien qu'en ayant un certain âge, sous la pluie, ça le fait pas trop. Donc, alors, oui. Alors, vous m'avez interrogé sur les infrastructures. Je vous laisse répondre tout de suite. Simplement, je fais le temps de parole parce que vous voyez, Monsieur Plénette, si vous regardez bien le thème, Monsieur Ganti, si vous regardez le thème, vous êtes à 6 minutes 39, donc vous êtes celui qui a le plus parlé. Monsieur Plénette, vous êtes à 5,26, donc vous êtes derrière. Nous avons le Naël Lama 2 minutes 43, donc pas très disert pour l'instant, et Aline Charles non plus. Ces indications pour vous permettre à tous d'avoir éventuellement une gestion de temps de parole qui corresponde à vos priorités, parce que une fois que M. Ganti aura répondu de façon liminaire et synthétique, on va passer à la deuxième partie qui, elle, sera donc consacrée au programme et aux propositions. Vous vouliez prendre la parole, M. Ganti? Oui, non, mais on me parle d'infrastructure. Attendez, nous avons construit des infrastructures sportives
dans le quartier que l'on appelle la résidence arc-en-ciel. Et là, je pense que nous avons donc des infrastructures qui permettent justement aux jeunes de tous ces quartiers et des autres quartiers de Remiremont-Joly de pouvoir s'exprimer à côté de ce que je viens d'exprimer. C'est facile de dire que il n'y a pas d'infrastructure pour le sport. C'est vrai que, et je le reconnais, c'est vrai que nous sommes dans une région où il pleut beaucoup et qu'il faut envisager, évidemment, de pouvoir couvrir certains sites. C'est ce que nous envisageons, justement, dans l'avenir. Nous avons d'abord consolidé un petit peu ce que l'on pouvait faire, nous avons répondu aux urgences. Et puis maintenant, effectivement, dans les projets, nous avons effectivement la volonté de promouvoir un certain nombre d'infrastructures qui seront peut-être plus adaptées par rapport à la pluie. Mais c'est pas un reproche que l'on peut me faire que d'avoir quand même accueilli le rugby qui était chassé de l'endroit où il était pour pouvoir justement continuer à faire son sport. Moi, je vous propose de poursuivre en passant au deuxième, peut-être sur les projets propositions, parce qu'on perd là beaucoup de temps, donc ce sera peut-être utile. Allez-y. Et très très rapidement, oui. Concernant les équipements publics, il ne faut pas oublier que le conseil général, à l'époque, quand j'étais conseiller général, on a porté un projet sur Mandcoco, le terrain synthétique de Mandcoco, avec monsieur Ati Jahir, qui avait à l'époque la délégation sur le sport, monsieur Patrice Clette et moi. Imaginez tout simplement Remiremont-Joly sans cet équipement sportif. C'est très important justement de créer ces équipements-là pour créer tout simplement du lien. Et puis dans le bilan, à chaque fois, Monsieur Ganti dit j'ai fait, mais il oublie aussi un certain nombre de partenaires. Vous avez fait, mais effectivement avec l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires. Et le problème, c'est que vous faites quelque part l'héritier d'équipements qui ont été réalisés avec des partenariats. Finalement, vous êtes héritier de l'ancien maire, Monsieur Lama, puisque vous avez parlé du stade, mais parlez-nous de vos projets à vous sur les 12 dernières années. Qu'est-ce qu'il y a de marquant en termes d'équipement public? C'est la question que l'on pose tous les jours en ce moment, puisqu'on fait énormément de terrain. C'est la question que nous posent quelque part les citoyens de Remiremont-Joly. Qu'avez-vous fait, vous, sur les 12 dernières années? La question, elle est simple. Et Monsieur Planète, il faut quand même rappeler que la commune n'est jamais tout à fait seule. Vous avez la communauté d'agglomération, vous avez un certain nombre d'organismes qui concourent quand même à la réalisation de structures publiques. Oui, mais par exemple, quand monsieur le maire dit qu'il a créé carrément la liaison du chemin patient, le chemin patient entre le parc Lindor et la route du Tigre. C'est une route qui a été financée à 100% par la région. 100% par la région. Ne le mettez pas dans votre bilan. Permettez-moi d'intervenir. Monsieur Planète, vous ne connaissez pas la manière dont a été conçue cette route. Parce que c'est la commune de Remiremont-Joly qui a négocié, qui a payé à certaines personnes la possibilité de récupérer du foncier. Et après, effectivement, le président de région de l'époque a considéré que ça pouvait être une opportunité pour faire une route intercommunale et il a fait la route. Mais oui. tout ce qui s'est passé avant, les dépenses financières que nous avons faites, c'est la commune de Remiremont-Joly. Oui, sauf que s'il fallait attendre sur vous... Parce que quand on connaît ce qui se passait avant, c'était un chemin. D'accord. Un chemin de terre. Sauf que s'il fallait attendre sur vous, la route n'aurait pas eu lieu, puisque il y avait un avis défavorable à l'époque de la DDE, et vous souhaitiez attendre, alors que nous sommes partis et nous avons été contre l'avis de la DDE pour réaliser cette voie. C'est ce qu'on attend de vous quelque part. Bien, moi je vous propose, nous allons tous... Non, mais on attend de M. Planète dans ce cas-là. On attend de M. Planète aussi, dans ce cas-là, la construction, l'aménagement de la route de Cabassou, qui a été prévu parce qu'il y a eu des réunions. Monsieur Planète rappelait effectivement que nous avons eu des réunions avec le Conseil général de l'époque, puis avec la CTG, des réunions pour que justement cette route soit aménagée. Et les gens de Cabassou m'interpellent régulièrement en me disant, mais monsieur le maire, quand c'est que cette route va être... Alors moi, ce que je vous propose, c'est de passer au projet, parce que ce qui vient d'être dit est grave. Pourquoi ? Parce que c'est facile de le dire, il est important de réagir. Concernant cette route, vous pouvez poser la question à monsieur Alex Alexandre, à l'époque qui était conseiller général. Nous avons demandé au maire de surseoir à la délivrance des permis de lotir pour nous permettre justement de réaliser les travaux. C'était dans le cadre de la PPI du conseil général à l'époque. Il ne l'a pas fait. Les fonds sont partis sur la commune de Mana. Ensuite,
Là, aujourd'hui, un courrier vous sera adressé par le président de la collectivité territoriale de Guyane, valant acte d'engagement concernant cette route. Moi, ce que je vous propose, c'est de couper là, parce qu'on oui, comprend bien plus sûr. rien. Non, mais Bien sûr, mais je ne veux pas sur la faire route, de chemin non, mais je pense quand départemental, même qu'il etc. faut éclaircir. Alors, 10 secondes. Oui, 10 secondes. Il faut Ouais. quand même éclaircir les choses en disant simplement que cette route, la CTG ou le Conseil général ne l'a jamais entretenue malgré ma demande. Parce que je peux comprendre, je suis une collectivité, avec mon conseil municipal, que nous n'avons pas les financements qu'il faut immédiatement. Mais on l'entretient. Et d'autre part, nous avions proposé, nous, la commune, de prendre en charge les travaux d'éclairage. Voilà. Bien, je rappelle quand même qu'il y a 2 candidats qui sont notoirement en retard. Alors, vous pouvez conserver ce temps de parole pour la session, la deuxième partie là, qui s'ouvre maintenant, sur les programmes et les projets. Et j'espère que nous pourrons entendre tout le monde. Alors, la parole est libre. Sur les projets, la question est d'ordre général. Comment voyez-vous l'évolution de Rémy-Montjoly? Mais moi, sur le plan, par exemple, de la, on va dire, économie, mais prospérité. C'est-à-dire comment demain, alors qu'on est dans un contexte de réduction des dépenses publiques, et dans le cas de la CSCL, il y a eu des réductions de la dotation globale de fonctionnement, comment, dans ce contexte-là, une commune, qui d'ailleurs investit relativement peu, Rémy-Montjoly investit 4 fois moins que Cayenne à peu près, mais comment peut-elle aujourd'hui engager une politique de développement avec dans ce contexte de réduction des dépenses publiques? Mais clairement, Rémy-Montjoly agit en dessous de son potentiel. Monsieur Lama. C'est-à-dire qu'il est de notoriété publique que la commune se targue d'être beaucoup en autofinancement. Mais en 2020, maintenant, c'est l'ère du cofinancement. Donc, effectivement, de manière générale, c'est maigre 14 millions pour être multiplié par 2, 3, je sais pas, mais franchement. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était une méthode d'être surtout en autofinancement ou autre, mais c'est fini ça. Donc vraiment, le potentiel de Rémy-Montjoly est sous-utilisé clairement en termes opérationnels. Je vais vous demander de faire une proposition, parce que vous êtes candidat à ces élections. Dites-moi que sur le plan du développement de Rémy-Montjoly, pouvez-vous définir 2 ou 3 grandes orientations qui vous paraîtraient utiles à ce développement-là et la façon dont on pourrait les réaliser? Comme je l'ai dit, Rémy-Montjoly a un gros atout. Et notamment, cet atout, c'est sa plage. Donc l'idée, c'est que mon équipe et moi-même, nous proposons un projet de développement et de valorisation de notre plage, sachant que nous avons un trait de côte de 22 km. Il y aura différentes séquences, on va dire. Vous savez que les 2 piliers de la prospérité économique, c'est la sûreté et la salubrité. Donc d'abord, on s'occupe de protéger les gens et les lieux. Et après, on met les administrés, donc les opérateurs privés, les porteurs de projets, tout le monde dans les meilleures conditions pour exprimer leur potentiel. Donc on protège. Et ensuite, on met les gens dans les meilleures conditions. Donc, c'est, pour moi, Rémy-Montjoly, capitale touristique de l'agglomération, et aussi capitale industrielle, puisque nous avons Dégradé Cannes qui est le fleuron de l'industrie guyanaise. Donc, tout ça, c'est très possible, et c'est ce qu'il faut faire de manière générale. Donc, je comprends bien, l'un des axes de développement pour vous, c'est tourner Rémy-Montjoly vers une ressource naturelle qui est la mer, la plage, à la fois sur le plan touristique et sur le plan industriel. Tout à fait. Y a-t-il autre chose? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a aussi la capacité à accueillir tous les porteurs de projets, le secteur privé dans les meilleures conditions avec la création d'un guichet unique. C'est-à-dire que vous venez à Rémy-Montjoly, vous avez toutes les datas, toutes les informations numériques, vous savez les routes, le kilométrage. Voilà, vous avez toutes les informations pour vous installer. Et puis ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est de pouvoir fédérer les différents commerces de Rémy-Montjoly. J'ai entendu un jour un candidat dire quelque chose de très marrant, je vais dire ça comme ça, qui disait que le centre-ville de Rémy-Montjoly, c'était Family Plaza. C'est moi qui l'ai dit. Franchement, c'est marrant, hein. Mais est-ce que c'est vraiment faux, objectivement? Donc, c'est bien, vous savez, les murs, c'est bien, mais il faut y mettre de la vie un petit peu. Donc, fédérer les commerçants avec... et vous savez, en Guyane, on a un rythme saisonnier. On a le carnaval, on a la fête des mers, on a le bouillon d'Awara. Voilà, il y a des occasions de nous fédérer. Donc, fédérer ces commerçants autour d'une vie collective pour pouvoir faire une sorte d'émulation. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Favoriser les circuits courts.
Moi, je serais ravi qu'un jeune des âmes claires puisse avoir son activité sur la plage et vendre des sandwichs, des grillades. Voilà, c'est possible ces choses-là. Je veux dire, c'est pas sorcier non plus. Vous avez évoqué les data. Alors, autrement dit, vous êtes un peu le porte-parole de cette économie, cette communauté numérique. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité dans le développement de Rémi Armand-Joly qu'au fond les citoyens puissent vivre en connexion, autrement dit que les big data, pour l'instant c'est assez général, se transforment en des projets plus concrets, par exemple sur quoi? Sur l'animation de la ville ou sur la construction de projets? Mais disons que là vous rentrez dans la question de la démocratie participative. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu responsable de la ville. Donc, effectivement, il y a les gouvernants, hein, la mairie et autres, mais il y a aussi les citoyens engagés. Donc, l'idée, c'est d'organiser Rémi Armand-Joly autour d'une démocratie participative et de l'organiser en différentes zones. Pendant les périodes électorales, on arrive à organiser Rémi Armand-Joly en 12 zones, donc je suppose que le reste de l'année, c'est possible aussi. Notamment autour des écoles, qui n'ont pas vocation à seulement être des sanctuaires de l'éducation, mais aussi des lieux de vie, pourquoi pas. Donc à partir de là, on demandera l'avis aux concitoyens qui s'organiseront et qui donneront leur avis sur les priorités communales. Alors, la ville de Barcelone, alors je prends un exemple comme ceci, mais c'est intéressant puisqu'on est dans cette espèce de mouvance d'économie participative et numérique. La ville de Barcelone a créé une grande plateforme dans laquelle les citoyens peuvent poster des propositions qui, si elles recueillent plus de 1% des suffrages des citoyens, deviennent des projets. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a effleuré l'esprit? Oui, mais encore une fois, je vous ai dit, c'est plus de proximité, plus d'écoute et plus d'action. Oui, mais concrètement, je veux dire, parce que bon... Non, mais ça ne peut pas être plus concret que ça. Lorsque on parle de cette question de démocratie participative et d'organiser l'assemblée citoyenne de Rémi Armand-Joly, c'est très concret. Tout le monde donnera son avis. Et au-delà de ça, il y aura différents projets où la population pourra avertir, par exemple, je sais pas moi, il y a un poteau électrique qui ne fonctionne pas, il y a un trou. Vous aurez un lien direct avec un service de la mairie qui sera chargé de suivre ça, puisque de manière générale, la méthode, elle est toujours la même. Vous consacrez du temps, de l'attention et de la franchise aux problèmes, et on les règle ensemble. Hein. Après, il n'y a pas de baguette magique. Donc, on fait son maximum et on y arrive ensemble. Monsieur Blennet, j'aimerais vous interroger sur cette question-là, sur la démocratie participative. Comment imaginez-vous associer les citoyens, alors, soit à la gestion, soit à la prise de décision de la ville, ou ad minima à la consultation, mais en temps réel, par exemple? De toute façon, dans notre programme, il est prévu d'organiser ce qu'on appelle des conseils de quartier. D'ailleurs, la façon dont on fonctionne aujourd'hui, nous avons découpé Rémi Armand-Joly en 6 grands quartiers, Rémi Armand-Joly. Et nous avons par exemple en ce moment des équipes qui sillonnent les rues, qui sillonnent les quartiers à la rencontre des habitants. Et ils sont chargés de prendre un certain nombre de notes. Et c'est pour ça que le projet que l'on a pour Rémi Armand-Joly, c'est un projet collectif. Ce n'est pas un projet qui a été décidé par un petit groupe de personnes, de colistiers. Non, c'est un projet. Par exemple, un projet tout simple qui a été demandé par un certain nombre de jeunes, c'est la création d'un skatepark à Rémi Armand-Joly. Mais bien sûr qu'on le fera, parce que c'est une nécessité. Alors, le maire évoque à chaque fois la ville dortoir, la ville résidentielle. Il n'a pas tort. Non, Rémi Armand-Joly est une ville qui a besoin de dynamisme. On va respecter les quartiers résidentiels, mais ça c'est évident de respecter les quartiers résidentiels. Mais il est important de créer la vie, de créer de l'animation. Et quand je dis qu'aujourd'hui, le centre-ville de Rémi Armand-Joly, et c'est dangereux, se déplace vers Family Plaza, mais pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants en bas âge ou des adolescents à la maison, quand on dit qu'est-ce qu'on fait ce soir, on nous dit ah ben oui, cinéma, Family Plaza, McDo, sans citer de... Voilà. Oui. Même si nous avons le KFC aujourd'hui à Rémi Armand-Joly, c'est pour rétablir l'équilibre, il est important de tenir compte de ça. L'animation, c'est ce qui fait vivre et c'est ce qui donne un cœur à Rémi Armand-Joly. J'évoquais la participation du citoyen, c'est-à-dire qu'on voit, vous prenez des notes, mais prendre des notes, c'est pas vraiment un renversement des rapports entre les citoyens et leurs représentants, monsieur. Quand je dis qu'on mettra en place des conseils de quartier... Qui existent depuis très longtemps. Oui, mais on le mettra en place. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Nous aurons des conseils de quartier qui seront convoqués avec un certain nombre de représentants par quartier, et ce que l'on dit, on le fera. Quand vous dites que ça existe depuis longtemps, oui, ailleurs ça existe. Quand moi j'ai habité un certain nombre de villes dans l'Hexagone, j'ai participé à des réunions de quartier.
organisée par des conseillers municipaux, parce qu'un maire ne peut pas tout faire, donc il délègue à l'intérieur même de son conseil municipal un certain nombre d'élus, qu'on appelle des référents de quartier. Quand par exemple une problématique se pose dans un quartier, on appelle l'élu en question, chargé de ce quartier-là. Et c'est comme ça qu'on a une bonne gestion, une bonne communication, un bon lien avec le Monsieur terrain. Germain, ça va plus loin que des conseils de quartier, puisque les conseils de quartier, c'est encadré par la loi et c'est surtout réservé aux quartiers prioritaires. Alors qu'il n'y a pas que des quartiers prioritaires à Rémy-en-Montjoly, donc c'est vraiment une vision sur l'organisation territoriale de sa commune. C'est ça l'idée. C'est d'aller un peu plus loin que ces choses-là. L'idée que j'ai, c'est pas forcément être encadré par la loi. C'est-à-dire, voilà, le conseil de quartier, nous allons créer des conseils de quartier. Nous avons le droit de réunir un certain nombre de personnes, d'habitants de la commune, et de discuter d'un certain nombre de problématiques. Par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe sur le territoire de Rémy-en-Montjoly, et ça encore, c'est ce qui remonte du terrain. On délivre des permis de construire pour des bâtiments R+1 avec plusieurs étages, avec vue dans le jardin, la terrasse ou voir la chambre d'un certain nombre d'habitants. Ça a été remonté. Pourquoi ne pas avoir une concertation avec les résidents du quartier pour leur dire, bon, voilà, il y aura tel ou tel projet, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Donc, d'une façon constructive et non pas une gestion qui serait imposée et qui redescend à chaque fois par le haut. Est-ce qu'on pourrait imaginer que M. Ganti, par exemple, pour vous entendre sur la question, que des citoyens puissent être tirés au sort et participent aux travaux et aux prises de décision du conseil municipal? Ça vous paraît possible? Enfin, envisageable, c'est possible. Non, ce qui me frappe d'abord, c'est de voir comment M. Plenette est capable de prendre les projets des autres pour pouvoir justement se les approprier. Moi, les conseils de quartier... Ça fait 12 ans que vous auriez pu. Non, mais laissez-le parler, vous l'avez... Nous avons fait beaucoup de réunions de quartier, en particulier dans les sujets qui étaient les plus prioritaires, la sécurité. Si vous reprenez un petit peu l'agenda de tout ce que nous avons pu faire dans ce sens-là, vous verrez que nous avons eu pas mal de réunions de quartier. Nous avons fait ce qu'on appelle la participation citoyenne. C'est-à-dire que dans un quartier, lorsqu'on a réuni la population, eh bien, une personne ou deux est identifiée avec son numéro de téléphone qui est répertorié au niveau de la gendarmerie. Et les gendarmes, lorsqu'ils savent que ce numéro appelle, il faut effectivement répondre très rapidement et voir un petit peu comment les choses peuvent se régler très vite. Bon, ça c'est la participation citoyenne. Mais nous avons aussi, nous, dans notre projet, les vraies réunions de quartier. Les réunions de quartier dans lesquelles, effectivement, la population pourra s'exprimer. Mais vous parliez de... Mais moi, je ne parlais pas de ça. Non, mais vous parliez aussi de... Moi, je parlais de la participation des citoyens, c'est-à-dire aux prises de décision, parce que les comités de quartier, ça existe depuis des décennies. Oui, mais bon, c'est le conseil municipal qui est souverain. Hein, c'est pas... Justement, voilà. Dans quelle mesure... Donc, quand il y a les réunions de quartier, c'est remonté vers le conseil municipal en fonction des priorités qui sont dégagées par rapport à ce que dit la population. Je rappellerai à M. Plenette aussi que lorsque l'on délivre un permis de construire, c'est pas le maire tout seul qui délivre son permis de construire. Avant de le délivrer, il interroge l'État, la CACL, la CTG. Lorsque M. Plenette dit que nous donnons des permis de construire sur la route de Cabassou, attendez, les permis de construire, je ne peux pas les refuser à partir du moment où tous les intervenants ont donné leur aval. Moi, je ne peux pas refuser un permis de construire, sinon nous nous trouvons en contentieux. Alors, ce que je voudrais dire, moi, très rapidement, puisque en fait vous dites que j'ai de l'avance sur les autres, très rapidement, simplement exprimer que nous avons, nous, petit à petit, je sais, d'accord, nous étions dans une dynamique qui était en fonction des possibilités budgétaires. Et je rappellerai que nous avons quand même 78% de participation des institutionnels dans les investissements que nous faisons. Bon, mais nous avons été petit à petit. Nous avons effectivement fait en sorte que sur le plan sportif, sur le plan de l'environnement, les choses se passent très bien. Aujourd'hui, nous mettons la dynamique sur le culturel. Monsieur Plenette disait que je n'ai pas fait de bâtiment. L'espace culturel Joseph Otaniou, c'est quand même un bâtiment qui aujourd'hui est employé à plein temps. Et dans ce cadre de la culture,
nous envisageons effectivement notre cœur de ville, parce que nous n'avons pas pu justement faire le cœur de ville pour l'instant. Pourquoi ? Parce que le PLU, nous avons mis beaucoup d'années à pouvoir le faire voter. Pourquoi ? Parce que l'État nous a relooké à chaque fois ce PLU. Et nous ne pouvions pas le voter tant que l'État n'avait pas avalisé ce PLU. Maintenant qu'il est avalisé et que le cœur de ville était dans l'étude avec le PLU, maintenant, nous sommes certains que dès les semaines qui viennent, l'étude sera terminée et nous pourrons bien sûr envisager. Et ce cœur de ville, c'est de l'animation. C'est de l'animation que nous voulons mettre aussi dans ce cœur de ville. Oui, alors je vous propose de faire un nouveau point sur le temps de parole. Donc si nous regardons au tableau, nous avons 9 minutes 30 secondes Jean Ganti. Nous avons ensuite Monsieur Plénette qui est à... Il faut prendre celui de 19h. On va prendre... non, mais c'est intéressant. Alors oui, Monsieur Plénette, vous êtes à 11 minutes 19. Alors donc je pense que sur Monsieur Ganti, ils sont à 13,04 aujourd'hui. À 13,04. Nous sommes ensuite, Madame Charles, vous n'êtes qu'à 3 minutes 24, Madame Charles. Oui. Et Naël Lama, vous êtes à 7 minutes 08. Alors, Madame Charles, je pourrais peut-être vous interroger sur... Mais si vous permettez, avant même que vous... Je vous remercie, parce que M. Ganti a fait allusion tout à l'heure à 34 classes qui ont été mises de façon supplémentaire, ce qui correspond à 2 groupes scolaires. Et il y a eu un échange entre M. Ganti et M. Plénette sur toutes ces constructions qui arrivent. Alors, il est quand même intéressant d'observer que la municipalité actuelle a servi de cautionnement pour les bailleurs sociaux qui ont construit des logements. Mais est-ce qu'il n'était pas aussi intéressant de demander à ces bailleurs sociaux d'investir dans les écoles? Quand ces gens construisent sur Rémire-Montjoly, et même quand individuellement quelqu'un construit, il ne laisse pas ses enfants là où il habitait avant. Parce qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où nous avons énormément de bungalows dans les groupes scolaires existants, et ce qui a quand même dégradé la qualité de l'accueil des enfants de la commune. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans les 2 dernières mandatures sur aucune construction d'école, et c'est quand même problématique parce que quand on voit aujourd'hui le nombre de constructions qu'il y a eu, alors nous entendons bien, la population entend effectivement que c'est en concertation avec l'ensemble des acteurs qu'a permis de construire n'est pas la prérogative d'un maire seul qui est tout puissant, mais ce maire aussi doit imposer que dans sa ville, il puisse y avoir des infrastructures qui puissent répondre aux besoins élémentaires de base de tous ces foyers qui viennent renforcer et enrichir la ville. Il est quand même dommage aujourd'hui qu'énormément de personnes qui vivent sur la commune puissent avoir des enfants scolarisés ailleurs. Quelle proposition faites-vous ? Il faut que le tout n'est pas d'être conscient simplement des gens, c'est de leur dire, écoutez, effectivement, vous construisez, vous êtes des bailleurs sociaux, vous êtes des sociétés d'économie mixte, très bien, mais il faut que, très bien, vous avez construit de lotissement là, mais il faut aussi participer à la construction d'écoles. Puisque de toute façon, effectivement, la municipalité de Rémire, n'est-ce pas, monsieur Ganti, a une CAF excédentaire, donc effectivement sur fonds propres, ne prend pas trop de risques, mais il faut à un certain moment investir et aller chercher ailleurs. Parce que si on a effectivement une certaine facilité d'avoir une réserve foncière, si on a d'autres argent qui est impulsé parce qu'il n'y a pas que l'Europe, il y a des fondations sur des projets, on peut trouver de l'argent et on doit trouver de l'argent ailleurs pour pouvoir impulser autre chose. On ne peut pas aujourd'hui rester dans l'expectative et se dire oui, mais on va faire après, on essaye simplement. Aujourd'hui, là, il faut scolariser et on se retrouve dans des urgences. On voit des enfants qui
fleurissent parce qu'ils habitent là, qui passent sur une route. Moi, quand j'ai mal au cœur de voir des enfants qui doivent aller au lycée sur une route où il n'y a même pas de trottoir, où l'herbe n'est pas coupée, et dans une insécurité. Alors, est-ce que la participation des citoyens ne nous paraît pas être une solution? Parce qu'on ne vous a pas entendu sur ou la gouvernance ou la démocratie participative. Alors, nous sommes dans le registre proposition, projet. Qu'y a-t-il noté sur cette ligne dans votre projet, Madame Charles? Et là, aujourd'hui, on ne peut plus faire pour les gens sans eux. Donc, il faut impérativement que cette population soit force de proposition. Il faut leur demander ce qu'ils veulent pour faire ensemble, parce qu'il n'est plus pensable au XXIe siècle de faire pour les gens sans leur demander leur avis. Oui, mais les trois candidats vous viennent de vous dire qu'en fait on les consulte, les comités de quartier depuis plus de 30 ans, et donc manifestement c'est pas encore une prise de décision, ni encore une participation à la prise de décision. Est-ce que vous allez plus loin? C'est une volonté politique que d'intégrer aujourd'hui le citoyen et de lui dire, effectivement, non seulement le conseil municipal ne va pas se faire là tous les 2 mois sans qu'on sache vraiment, il faut peut-être impulser une web TV pour que ce soit visible par tout le monde, parce que tout le monde n'a pas les mêmes horaires, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer. Et ben oui, tout le monde parle à tout le monde. Quand on fait aujourd'hui quotidiennement, vous allez acheter votre pain, vous avez quelqu'un qui vous arrête pour vous dire que ça, j'ai un problème là, on aurait voulu ça comme ça, mais est-ce qu'on les entend, ces gens? Aujourd'hui, on n'entend plus les habitants de Remire-Montjoly, et il faut qu'ils retrouvent leur place, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des personnes qui ont envie de donner de leur temps et de leur personne. Moi, quand je regarde toutes ces associations environnementales qui font des maillouries systématiquement pour nettoyer les plages, 2 jours après, c'est encore ça, mais ils ont envie de donner, ils sont force de proposition, et on ne peut plus les laisser sur le bord de la route et aller les voir à la veille d'élection en disant oui, qu'est-ce que vous avez à dire? Il faut aujourd'hui qu'ils puissent intégrer, pas simplement sous forme de réunions de quartier. Il faut aller au-delà des réunions de quartier. Il faut réussir à trouver un système pour qu'ils soient force de proposition dans ce qu'on va faire pour eux et avec eux. En fait, ce que vous voulez dire, c'est force de décision. C'est autrement dit que leur position est quasiment un droit de cité au même titre qu'un élu. Ce qui sous-entend une évolution quand même de mœurs. Oui, pas seulement des mœurs, mais du cadre réglementaire et juridique. Écoutez, il n'y a rien n'est impossible. À un certain moment, il faut se retrousser les manches et trouver comment juridiquement on peut faire de façon à ce que les habitants puissent être force de proposition et de décision. On ne peut plus aujourd'hui, parce que j'ai entendu M. Ganti dire qu'effectivement, il a aujourd'hui fait des pôles d'attraction, qu'il y a sur la commune la mission locale, un CCAS. On entend ça. Mais aujourd'hui, est-ce que ces structures entendent ce dont les gens ont besoin? Aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes qui ont un mal-être sur la commune. Il y a des personnes, et ça va vraiment de tout âge. Mais je rencontre même, et on a pris le temps de rencontrer des vétérans. On entend aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont envie de donner, envie de faire différemment. Mais est-ce qu'on a pris le temps de les écouter? Bien, Monsieur Jean Ganti, que pensez-vous de cette... Il y a un curseur sur la démocratie participative qui va relativement loin. Dans vos propositions, jusqu'où vont vos démarches dans ce domaine-là? Dans le domaine de la démocratie participative? Oui, de la gouvernance, de la participation des citoyens à la gouvernance locale. Mais il est clair que les réunions de quartier sont faites justement pour que... Monsieur Plenette l'a dit tout à l'heure là, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un élu désigné, voté par le conseil municipal, pour pouvoir justement organiser des réunions dans les différents quartiers et faire remonter vers le maire les priorités dégagées avancées par la population. Mais vous savez, ce que je vais vous dire, en fin de compte, nous le faisons déjà, ça. Nous le faisons. Puisque, en fait, à travers les réunions que nous avons faites, nous avons effectivement entendu ce que nous disait la population et nous corrigeons le tir au fur et à mesure. Mais je voudrais quand même plutôt m'appesantir sur les réflexions qui me sont faites. Vous savez, nous avons été malheureusement pris dans un tourbillon de réformes fiscales il y a quelques années.
vers les années 2010. Ouais, la réforme de la RGPP. La réforme professionnelle, oui. la réforme sur la fiscalité professionnelle. Nous l'avons perdue au profit de l'intercommunalité. Et cette réforme a fait que nous payons, le contribuable de Remire-Montjoly paye, enfin, on lui prélève sur sa fiscalité, sur le produit attendu de la fiscalité, 2,1 millions chaque année. Donc, au bout de quelques années, je me suis retrouvé face à un dilemme, proposer au conseil municipal un budget en déficit, ou bien, effectivement, un petit peu augmenter les taxes. C'est ce que nous avons fait. Je l'ai fait avec courage, parce que, vous savez, être maire, c'est assumer des responsabilités, mais c'est aussi assumer une bonne gestion publique. Donc moi, je ne voulais pas, moi, me retrouver devant la Cour des comptes ou bien devant l'État qui allait gérer nos finances. Donc il a fallu quand même que pendant une période, nous puissions relooker les finances. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons une fiscalité qui est toujours basse par rapport à l'ensemble des communes de Guyane, mais surtout, nous avons une sérénité qui nous permet d'envisager tout le programme que nous proposons à la population. Oui, mais enfin, vous avez aussi un investissement qui est de 5 fois inférieur à celui de Cayenne. Alors, je comprends les problèmes de Cayenne, écoutez, mais je ne pense pas le que vous ratio pouvez... par habitant, Oui, vous ne pouvez pas... on passe de 500 à 100, c'est quand même beaucoup. Là, parce que là, on a quand même le champion de l'agglomération de la hausse fiscale, comme plus de 50%. Quand il dit que ça a baissé... C'est fort, hein, quand même. C'est le champion, même de Guyane, peut-être. Hein. Non. Oui, alors je fais juste un petit... Oui. Surtout qu'il est important de préciser une chose, c'est que l'augmentation des impôts ne sert que la section de fonctionnement. C'est-à-dire que ce qu'on nous a prélevé au niveau des impôts, on ne l'a même pas vu au niveau des équipements publics. Moi, j'insiste énormément sur les équipements publics. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit en introduction, 1000 habitants de plus en moyenne par an à Remire-Montjoly. Et la plupart de ces habitants habitent aujourd'hui des équipements collectifs. Ce sont des maisons collectives. On l'a dit, il y a de moins en moins de fonciers à Remire-Montjoly et de plus en plus d'habitations collectives. Donc ça veut dire qu'énormément d'habitants ont des besoins en termes d'équipement. Et c'est ce qui crée le problème aujourd'hui. Et M. Ganti l'a dit encore tout à l'heure, et je reprends son expression, il y a pas mal de réunions, il y a pas mal. Mais à chaque fois, il nous demande de le croire sur parole. Il n'y a pas... Dites-nous combien de réunions de quartier, dans quel quartier. C'est-à-dire que moi, j'ai une déformation professionnelle, je ne vois que ce que je crois et par les faits. Il n'y a que les faits qui sont concrets. C'est-à-dire, dites-nous tant de réunions, tant de quartiers, etc. Mais qui prouve que vous avez fait des réunions aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est pareil. Vous avez évoqué l'espace culturel. Je pense que vous parliez de l'espace culturel Joseph Ottegno. C'est quoi, 130 places pour une commune de 25 000 habitants ? Aujourd'hui, quand on fait un mariage, il y a pratiquement plus de 100 personnes. Là encore, ça prouve encore l'étroitesse de la vision à Remire-Montjoly. Cela dit, M. Plenette, on ne peut pas non plus faire la comptabilité des réunions qui ont lieu ou pas lieu. Vous aviez un droit de... Non, mais vous pouvez la faire, mais vous aviez un droit de regard dessus, vous auriez pu vous aussi contrôler si réunions ont lieu ou pas. Écoutez, le bilan... Excusez-moi, quand on parle de bilan, ce sont des faits. Un bilan, c'est des faits. Voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui, après un peu plus d'une heure d'émission, je pense que nous ne savons toujours pas ce qui a été fait sur les 12 dernières années. Le constat, il est là. Et si nous sommes, et je ne veux pas être le porte-parole des autres listes, mais si nous sommes aujourd'hui face au maire sortant, c'est que nous estimons que le bilan n'est pas satisfaisant. Et si j'étais enseignant, j'aurais même, un peu comme Madame Charles, mis peut mieux faire. Mais alors, lorsque M. Ganti évoque des décisions prises à l'unanimité, on a quand même le sentiment, enfin, on n'a pas vu vraiment de soubresaut dans la ville de Remire-Montjoly ces dernières années sur le plan de la vie politique. Donc, on peut se demander aujourd'hui s'il n'y avait pas finalement un consensus, c'est que maintenant qu'apparaissent les dissensus. Monsieur Germain, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a géré les affaires courantes. Quand on vote à l'unanimité pour la désignation d'une rue, pour une subvention à une association, est-ce que c'est de la politique, ça ?
C'est-à-dire qu'on accompagne. Oui, c'est de la politique. Oui, mais on accompagne. Ce n'est pas la politique c'est pas avec cette politique-là que je pourrais porter une parole publique. Il n'y a pas eu de grand débat sur la commune de Rémière-Montjoly qui pourrait être porté sur la place publique. C'est-à-dire que nous avons géré les affaires courantes et souvent régularisé des affaires qui remontaient à l'ancien maire, c'est-à-dire M. Elmar Lama. Qu'est-ce qui différencie le projet que vous présentez de celui de M. Ganti? Mais il se différencie tout simplement par le portage, par le dynamisme que l'on va impulser. Avec l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, nous allons impulser une nouvelle dynamique, c'est-à-dire redonner vie à la commune de Rémière-Montjoly, c'est-à-dire que la commune de Rémière-Montjoly retrouve sa place sur l'échiquier guyanais. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la communauté des communes, les petites communes, par le nombre d'habitants, Roura, Montsinéry, Macouria, ont plus de poids à la rigueur qu'une commune comme Rémière-Montjoly. C'est-à-dire que on a un souci aujourd'hui de positionnement par rapport à l'échiquier politique aujourd'hui. Il faut que la voix du maire de Rémière-Montjoly porte sur l'échiquier politique et sur les choix qui sont faits aussi pour la Guyane. Quand on parle de Rémière-Montjoly, les frontières de Rémière-Montjoly ne s'arrêtent pas aux frontières de la commune. C'est-à-dire que ce qui est bon pour la Guyane est bon forcément pour Rémière-Montjoly. Et Rémière-Montjoly, monsieur Lamaladie, pourrait être le leader justement au niveau du tourisme, au niveau de l'économie, au niveau tout simplement du dynamisme. Et j'insiste sur ce mot. C'est-à-dire que c'est par le dynamisme et par l'équipe. Vous savez, un projet n'est crédible que par l'équipe qui l'apporte. Vous savez, quand vous voulez investir dans une entreprise, vous regardez tout de suite le bilan, le chef d'entreprise, enfin voilà, ce qui vous donne envie d'investir. Et là, aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui préfèrent parfois aller à Matoury, à Macouria, parce qu'ils ne sentent pas le dynamisme, la volonté. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes bien sur RTI 105.1 et 90.4, sur Facebook également et sur YouTube en rediffusion. Mais Monsieur Lama, justement, moi c'est la question qui m'intéresse aujourd'hui, puisque il n'était pas question que ce soit trois candidats contre un. C'est pas une ligue, hein, bien entendu, mais il faut le rappeler à ce moment du débat. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui vous différencie du projet. Alors, moi, je vais être très franc avec vous. On est tous Rémière-Montjoliens ici. On sait tous un petit peu ce qu'il faut pour la ville. Je veux dire, personne dans cette table va dire qu'il ne faut pas aménager la plage. Personne ne va dire qu'il ne faut pas de cœur de ville. Personne ne va dire qu'il ne faut pas optimiser les équipements sportifs. Mais la vraie question, c'est qui a l'énergie et le courage pour le faire. C'est aussi simple que ça. Le même terme que M. Planète, là, apparemment. Le même terme. Il vient de dire il faut de l'énergie, il faut de la synergie, vous dites la même chose. Mais c'est tellement évident, M. Germain. Il ne faut pas de l'énergie pour faire les choses? Mais c'est un projet, l'énergie? Je ne sais pas si c'est un projet, mais c'est un style. Et puis encore une fois, sans énergie, on fait rien. Parce que, comme je vous l'ai dit, sur l'autel de la tranquillité, on a considéré que l'immobilisme était une façon de faire. Mais c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Donc, ce qui va différencier, c'est vraiment ce style. Dans notre programme, mon équipe et moi-même, nous avons par exemple décidé ce que nous ferons dans les 100 premiers jours. Est-ce que M. Conti sait ce qu'il fera dans les 100 jours après s'il est élu? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il y a pensé, même d'ailleurs, quand j'y pense? Notre absolue priorité, c'est d'abord les écoles. Parce qu'on est tous pour la plupart, père et mère de famille. Nos enfants, c'est notre priorité, c'est clair. On vit plus que pour nous-mêmes. Ensuite, il est question de redynamiser l'administration communale. Parce que, vous savez, moi, j'étais DGS dans une petite commune. J'ai compris que pour qu'une ville fonctionne, il faut des fonctionnaires qui fonctionnent même dans les meilleures conditions morales et matérielles. Et c'est pas le cas pour l'instant. Et ensuite, il y a la question de la démocratie participative. Donc, il y a d'abord une vision de la gouvernance. Alors qu'on dise gouvernance, gestion communale, il y a cette manière, ce rapport à la population, ce rapport au pouvoir, tout simplement. Voilà. On a parlé de démocratie participative. Bon, c'est un peu compliqué pour le maire de dire que les citoyens vont décider. Bon, voilà, mais c'est comme ça maintenant. On est en 2020, hein, de toutes les manières. Oui, Madame Charles, votre point de vue qu'est-ce qui différencie le programme que vous présentez de celui de M. Ganti et éventuellement d'ailleurs des autres listes? Alors, je vais vous rejoindre sur un point.
quand on écoute la présentation de Monsieur Ganti, on entend les arguments de Monsieur Plenette sur le fait qu'il n'a simplement voté que les affaires courantes. Mais il est quand même regrettable, Monsieur Plenette, que nous, administrés de Rémy Amanjoli, nous n'ayons pas entendu tirer une sonnette d'alarme avant en disant il se passe rien, c'est l'immobilisme, c'est pas possible qu'on continue de fonctionner comme ça, et je vous alerte parce que c'est plus possible de faire comme ça. Alors, moi je reste persuadée que on aime tous Rémy Amanjoli d'une façon ou d'une autre. Et que M. Ganti aussi aime Rémy Amanjoli, je veux le croire profondément. Mais quand on fait le bilan des 2 derniers mandats, parce que je ne vais pas lui demander de me rendre compte de ce qui s'est passé avant, mais de me rendre compte de ce qui, lui, aujourd'hui, aurait fait ou pas fait, on se rend compte qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait il y a 20 ans. C'est-à-dire quand on prend le cas des financements, on fait sur fonds propres parce que on va pas oser. On va pas oser monter des dossiers parce que quand on fait sur fonds propres, on est sûr que là, on a juste fait ce qu'on pouvait et puis c'est pas grave, on va attendre après pour faire le reste. Aujourd'hui, les générations ont muté, la société elle-même a muté. On voit ce qui se passe ailleurs. Quand on prend l'exemple des plages, par exemple, il y a l'érosion des plages partout dans le monde. L'érosion des plages n'est pas une spécificité guyanaise. Pourtant, vous allez partout dans le monde, les plages sont aménagées. On ne demande pas de tout de suite nous faire une avenue comme à Nice, mais à un certain moment, on est capable de pouvoir mettre 2 dalles de béton pour faire un carbet, faire un appel à projet et trouver une association qui vous propose un vrai projet ou simplement dire moi je souhaiterais que soit vendu telle chose là, qu'il y ait telle sorte d'artisanat là, et ce qui va engendrer des créations d'emplois, ça serait peut-être 2 ou 3 emplois, mais de toute façon il faut bien partir de quelque chose et commencer par quelque chose. Aujourd'hui on ne peut pas être autant dans l'immobilisme. Il faut à un certain moment bousculer les choses. Les plages ne nous appartiennent pas. C'est une prérogative du Conservatoire du littoral. Certes, elles sont sur le territoire communal et il nous appartient de créer des loisirs, de créer du tourisme pour la population. Donc on ne va pas rester là en se disant c'est pas à moi, c'est à mon voisin. C'est sur mon territoire. Il faut que j'en jouisse. Il faut que je puisse en faire quelque chose. Donc je vais le faire. À un certain moment, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait il y a 40 ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, il faut mettre les 2 pieds dans le plat, avancer. C'est pas de notre ressort, mais on va chercher de façon à ce que ce soit de notre ressort. Il faut faire les choses différemment. Ce n'est plus possible de les faire comme ça. Bien, le 14 janvier dernier s'est tenu un congrès qui suivait celui du mois de novembre 2017, au terme duquel les élus ont établi un consensus qui oriente la Guyane de façon, semble-t-il, irréversible vers un changement de statut. Donc la question ce soir, puisque visiblement vous avez évoqué, certains plus que d'autres, les difficultés que pouvait représenter le cadre législatif, le cadre réglementaire ou le cadre légal, notamment pour réaménager la gouvernance avec notamment la population. La question posée à chacun d'entre vous, c'est une question ouverte, c'est que pensez-vous de l'évolution statutaire ? Êtes-vous dans l'ordre des décisions des résolutions qui ont été prises le 14 janvier ? Et si oui, dans quelle mesure ? On peut commencer par vous, Madame Charles. Pourquoi pas ? Écoutez, moi je crois qu'il a été voté à l'unanimité des personnes qui composent ce congrès, dont les 22 maires des communes de Guyane, que aujourd'hui la Guyane allait vers une voie royale, et je crois que l'équipe qui m'accompagne, où nous nous sommes penchés sur cette question-là, décide, écoutez, on est sur les starting blocks.
Mais qu'avez-vous vu dans ces orientations, c'est-à-dire sui generis, statut à la carte, qu'avez-vous vu qui puisse soudainement transfigurer la vie locale et vous dire, là nous avons des leviers, des outils, des capacités de financement que nous n'avons pas dans ce cadre. Je parle notamment aussi des outils législatifs que nous n'avons pas dans le cadre actuel. Alors, il est clair que si on arrive, parce que ce 14 janvier nous a donné une pâle image de la, pas simplement de la démocratie, mais des hommes qui dirigent et qui ont en charge notre pays. Et je crois qu'à un certain moment, effectivement, quand on voit ce qui est proposé et qu'on voit la situation législative aujourd'hui, qu'est la nôtre, et il y a un des projets qui n'a toujours pas vu le jour. On parle de ce statut sui generis, mais de quoi va-t-il être vraiment composé? Sauf si vous avez eu quelque chose que je n'ai pas eu en termes de documents. Moi, de tout ce que j'ai pu lire sur le projet Guyane, en l'occurrence, parce que celui-là, j'ai pu le feuilleter. Et alors, ça arrive. Alors, j'espère simplement que la montagne ne va pas accoucher d'une souris. Mais en tout cas, il est important aujourd'hui que nous puissions prendre des décisions et que le cadre législatif puisse changer. Très bien. Oui. Non. Vous avez fini? Non. Allez-y. Aujourd'hui, on ne peut plus rester dans l'attentisme. Il faut à un certain moment que nous puissions, nous, prendre prendre des décisions qui nous concernent. Aujourd'hui, nous avons eu depuis la départementalisation, des élus qui nous ont représentés, à qui nous avons accordé notre part de souveraineté, le bilan est vite fait de qu'est-ce qui a été apporté comme plus-value à ce territoire. Aujourd'hui, il faut bousculer les choses. Elles ne peuvent plus rester en l'état. Naël Lamar, c'est la même chose, même question. Qu'est-ce qui changerait pour vous si soudainement vous aviez la possibilité de, on va dire ça, de légiférer, par exemple, hein, pour être clair, sans aller jusqu'à, vous me direz quelle est la position votre position entre autonomie éventuellement, enfin le fameux statut spécial, qui date de Cataillé, et l'indépendance. Mais surtout, ce qui intéresse, c'est le moyen, c'est-à-dire que feriez-vous si vous avez la capacité, effectivement, d'utiliser des institutions nouvelles? Bah déjà, je me félicite que les élus de Guyane aient pu trouver un consensus à ce sujet. Comme vous savez, moi, je suis dans une organisation politique qui a initié cette réflexion depuis 1956 avec Justin Cataillé. Il appelait ça le statut spécial à l'époque. Ensuite, ça a évolué vers différents noms, hein, mais bon, c'est toujours un peu la même idée. C'est pour ça qu'avec les jeunes camarades de mon parti, nous avons pris le droit, on va dire, de moderniser cette question et de proposer ce qu'on appelle l'acte 2 du statut spécial de Cataillé. Nous avons réfléchi à la question. Et ça nous donne quoi? Eh ben, ça vous donne un projet qui sortira juste après les élections d'ailleurs. Ah, c'est dommage qu'il ne sorte pas maintenant. Vous savez, il faut un peu de temps pour donner une réflexion sérieuse. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera une réflexion politique qui se portera plus sur l'influence que sur le pouvoir. Parce que c'est vrai qu'il y a des débats sur une question législative organisationnelle. Mais moi, ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est que dans un premier temps, pour avoir un statut spécial Guyane, il faudrait déjà avoir un état d'esprit spécial Guyane. Ça peut paraître abstrait quand je vous le dis, mais encore une fois, en Guyane, peut-être qu'on ne se rend pas compte de la puissance intérieure qu'on a. Je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises. Vous savez, une des raisons pour lesquelles je suis champion d'arts martiaux au Brésil, c'est parce que j'ai eu l'insolence de traverser la rivière, d'aller voir les Brésiliens, de leur dire je vais faire du sport avec vous. Et pour ça, j'ai pas demandé la permission à quelconque autorité. J'y suis allé parce que je suis guyanais et que je suis dans un territoire d'Amérique du Sud. Donc, prendre conscience de notre pouvoir intérieur, c'est déjà pas mal. Et à partir de là, on maximise toutes les questions administratives, économiques, d'identité et de cohésion sociale. Donc nous sommes proactifs sur ce débat-là. Vous savez, il y a différentes strates, hein. Il y a la strate municipale, la strate territoriale, mais il y a aussi le temps électoral et le temps politique.
Là, nous sommes dans un temps électoral, avec une élection de proximité. Les gens ont besoin qu'on leur parle de leur quotidien. Et puis bientôt, on partira plus sur des idées un petit peu plus grandes que la commune, parce que j'ai fait ce choix de la structuration intellectuelle et morale. Donc pour vous, c'est statut spécial, assez ouvert, si j'ai bien compris. Moi, ce que j'ai compris, une réforme qui sera nécessairement législative. Alors, ce que j'ai compris de la dynamique, c'est qu'on va un petit peu composer notre monde. Et c'est pour ça que cette élection à Remire-Montjoly est importante, parce que une des questions fondamentales, c'est qui représente l'avenir de Remire-Montjoly ? Qui va le mieux représenter Remire-Montjoly ? Qui a le meilleur projet ? Qui a la meilleure équipe ? Donc moi, je sais pas si le maire actuel, ce genre de débat-là, ça l'intéresse particulièrement. Je sais pas. Il nous dira. Hein. Mais voilà. Donc nous, en tout cas, on réfléchit beaucoup à la question. Et au-delà du temps électoral et municipal, il y aura aussi le temps, on va dire, politique et territorial et législatif et autres. Voilà. Monsieur Plenette, quelle est votre position là-dessus ? Sur l'évolution statutaire. De toute façon, l'évolution statutaire, quelque part, s'impose à nous. Et c'est un passage obligé si nous voulons évoluer. L'exemple type, par exemple, il a été évoqué l'aménagement des plages. Il faudrait qu'à un certain moment, le maire ait la pleine compétence pour pouvoir décider de l'aménagement de son littoral. Il faudrait aussi, par exemple, que le maire ait la pleine compétence de la gestion de son territoire en termes de foncier, que le foncier, par exemple, de l'État soit reversé à la commune. Des exemples comme ça. Si vous avez la possibilité et ce qu'avait demandé le président de la CTG, de disposer de l'utilisation des ressources du sol et du sous-sol, est-ce que vous auriez été favorable à l'exploration pétrolière ? Mais voilà, c'est une question fondamentale. Que pensent les Guyanais de cela ? On ne dirige pas un pays ou une mairie de sa tour d'ivoire. Il serait important, justement, la démocratie participative. Moi, je peux avoir un point de vue, mais le point de vue le plus important, c'est le point de vue de la population. Là, vous êtes sur la proposition d'Rodolphe Alexandre, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision sur un thème, sur un sujet comme celui-ci, sans consulter la population, sans référendum. Et surtout, on fait des choix qui engagent aussi les générations futures. Il est important aussi de penser à eux et de ne pas avoir cet égoïsme au niveau des ressources. Et c'est pour ça que quand on parle d'environnement, on parle aussi d'éco-environnement. Parce qu'il faut avoir justement de plus en plus ce réflexe citoyen. Donc des grandes décisions comme ça, quel que soit l'or, le pétrole, elles doivent être prises d'une façon collective. Et c'est peut-être un peu ça aussi le fondement des divisions ici en Guyane. Je pense que sur des sujets aussi majeurs que ceux-là, on ne prend pas le temps de la discussion, mais il faut discuter rapidement parce que les choses évoluent très très vite au niveau mondial. La preuve, vous voyez bien que le coronavirus est pratiquement à nos portes puisqu'il était au Brésil aujourd'hui. Donc les choses vont très très vite. Donc nous devons avoir quelque part une réaction aussi importante que celle-là. Et puis l'aberration, c'est que l'exploitation du pétrole est possible au Suriname, elle est possible au Brésil, sauf qu'en Guyane on n'en a pas. Il faudrait aussi à un certain moment lever cette ambiguïté, qu'on sache s'il y a du pétrole ou pas, et libre à nous de savoir si on l'exploite ou pas. Mais il est important d'avoir une connaissance aussi sur nos ressources terrestres comme maritimes. Monsieur Jean Ganti, sur l'évolution statutaire, vous étiez proche du consensus qui a été voté le 14 janvier ou pas ? Vous savez, j'étais ravi ce jour-là de voir qu'en fin de compte, il y avait un consensus de tous les élus. Et ça, c'est important parce que c'est une réflexion qui s'est faite très progressivement, puisque j'ai vécu quand même tous ces congrès. Le premier congrès qui a été organisé avec le département et la région, à l'époque, c'était à Remire-Montjoly. J'avais accueilli donc ce premier congrès. Et j'avais vécu les dissensions qui existaient et les discussions et les polémiques qui s'étaient installées. Donc, il est vrai que cette année, j'ai quand même été très satisfait de voir qu'il y a maintenant un consensus au niveau de tous les élus. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a un consensus que l'on doit proposer n'importe quoi. Mon intervention d'ailleurs était sur les finances, parce que je pense que tout de même, et ça je le dis au niveau de ma municipalité, je pense qu'il faut toujours penser à faire en sorte qu'il y ait un équilibre budgétaire. On doit effectivement avoir un équilibre budgétaire. Et c'était le sens de mon intervention. Maintenant, il faut trouver les financements. Les financements, ça peut se trouver
par les différentes statuts que l'on peut demander. Mais c'est vrai que quelque part, ce qui a été proposé avec un consensus que nous avons réussi à arracher, c'est qu'il fallait réfléchir encore pour que nous puissions bien sûr arriver vraisemblablement à ce statut sui generis, mais qu'en même temps, nous restions dans la légalité. Et c'est ce qui a été proposé. Donc il y a une étude que le président Alexandre a initiée, je pense, au niveau de la CTG, pour que justement cette étude permette d'avoir des éléments qui permettront à tous les élus de se faire une idée saine, claire, mais il ne faut pas tromper la population. Il ne faut pas tromper la population. Il ne faut pas lui dire n'importe quoi. Il faut lui expliquer qu'effectivement, nous avons des finances à mettre en place, nous avons des projets structurants, nous avons aussi des ressources. Et ces ressources, nous devons être maîtres de ces ressources pour pouvoir justement les exploiter comme il faut. Merci. Je propose de faire un dernier point sur le temps de parole. Donc, nous avons le plus d'Isère. Donc, c'est Claude Plénette. Ah, non, c'est Jean Ganty qui vient de dépasser Claude Plénette d'une minute à peu près. En troisième position, Aline Charles est à 15 minutes 44. Tout ça, très bien. Vous avez apparemment comblé votre retard. Et Naël Lama, vous êtes à l'air surpris. 12 minutes 22. Donc c'est vous le dernier. Ce que je peux vous proposer, alors si vous voulez l'utiliser à titre de rattrapage, vous le pouvez. Sinon, on peut passer à la dernière question, qui elle sera politique. Vous êtes aujourd'hui 4 listes. Il y aura donc un premier tour le 15 mars, un deuxième le 22 mars. Peut-on savoir aujourd'hui s'il y a parmi vous des sensibilités qui seraient prêtes à se rapprocher dans le cadre d'un deuxième tour? Madame Charles, avez-vous réfléchi à la question de savoir si, au terme du premier tour, et si personne n'est élu au terme du premier tour, avez-vous songé à la question des alliances du deuxième tour? Alors, c'est une question qui a été soulevée, effectivement, mais à l'unanimité des personnes qui composent cette équipe, d'hommes et de femmes, nous sommes en marche pour le 15 mars. Et au soir du 15 mars, nous ferons ce que nous devons faire. En marche, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, nous n'avons pas de course. Si tous les ingrédients en créole, D'accord. Nous avons un petit sprint, nous là, on a l'apnée, nous avons fourré. Monsieur Lama, oui, merci. Noël Lama, c'est une vraie question importante, c'est-à-dire qu'effectivement on songe au deuxième tour, mais on reste concentré sur le premier tour de manière générale. Et puis bon, faut être honnête, tout dépend aussi de comment se passe le premier tour, donc il n'y a pas d'animosité entre tout le monde, hein, je suppose bien, on est entre gens de bonne compagnie, hein. Art de vivre, Rémi Armand-Joly, n'est-ce pas? Très bien, Monsieur Plénette, c'est une question que vous avez envisagée également sur le deuxième tour, des alliances possibles, ou alors y a-t-il une limite, une frontière qui pour vous est infranchissable? Non, mais aucune frontière est infranchissable, sauf la frontière de me rallier à Monsieur Ganty. Ah, en voilà une. Oui, sauf que c'est sûr que cette surprise-là, vous ne l'aurez pas. Sauf que vous savez très bien que quand vous vous présentez à une élection, vous pensez aussi, pourquoi pas, à un deuxième tour. Et à ce moment-là, les discussions auront lieu, des discussions sereines sur un projet politique. Donc voilà. De toute façon, à Rémi Armand-Joly, depuis ces dernières années, il y a toujours eu 2 tours à Rémi Armand-Joly. Donc, on dit souvent que pour gagner, il faut déjà penser au deuxième tour. Bon, alors je pense que ce deuxième tour est dans la tête de tous les candidats ici présents, sauf que, comme tout sportif, ou tout candidat à un examen, on souhaite réussir dès le premier tour. Monsieur Ganty, qu'en pensez-vous? Si vous regardez la manière dont la liste est composée avec les hommes et les femmes qui m'entourent, vous verrez qu'ils sont d'horizons divers. Il n'y a pas eu de parti politique particulier
qui s'est infiltré dans ce groupe, à l'instar de mes collègues. Nous sommes une liste d'ouverture. Nous avons signé un contrat citoyen avec la population. Par conséquent, il est évident que ce contrat citoyen, nous devons le poursuivre même s'il y a un deuxième tour. Nous avons discuté au niveau de nos colistiers et nous gardons toujours le même cap. Je vous remercie. Nous sommes arrivés maintenant au moment de la conclusion. Vous disposez chacun d'une minute pour vous exprimer. Monsieur Plenel, vous avez commencé, donc vous terminerez, j'imagine. Donc, monsieur, le sort vous a désigné, monsieur Gonti, en une minute. Pardon ? C'était le numéro 5. Vous étiez le numéro 5, mais nous sommes que 4. Oui, non, mais il m'avait donné le 5. Ah, l'oreillette me dit quelque chose. Est-ce que l'oreillette peut me parler à nouveau ? Bien. Alors, à qui le tour ? Oui. Alors, donc c'est Monsieur Plenel qui commence alors. On sait qu'on est versé. C'était pas le principe. D'accord. Je ne sais pas. Donc, alors c'est Monsieur. Vous confirmez la technique ? C'est Monsieur Plenel qui commence. Bien. Monsieur Plenel, c'est à vous pour une minute. D'accord. Je commence et je termine. Donc, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que j'ai l'honneur de mener une liste d'ouverture qui est soutenue par Guyane Rassemblement. C'est vrai que nous ne sommes plus en période de carnaval, donc il faut à un certain moment faire tomber les masques. C'est que, effectivement, le maire vient de le dire, il y a forcément sur les listes des colistiers qui appartiennent à des partis politiques. Donc, il ne faut pas se leurrer. La liste que je conduis est soutenue par Guyane Rassemblement. C'est un bloc de compétences, un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont à l'image de Rémy-Armand-Joly et qui sont chargés justement de porter le projet pour les 6 prochaines années. C'est une équipe à laquelle je crois. C'est une équipe d'hommes et de femmes de terrain qui connaissent Rémy-Armand-Joly comme leur poche, tous les quartiers de Rémy-Armand-Joly. Nous allons faire ce que nous avons dit, en fonction des budgets, et nous irons chercher le cofinancement. Parce que aujourd'hui, Rémy-Armand-Joly a consommé très peu de fonds européens, alors que d'autres communes ont su le faire. Nous avons des porteurs de projets, nous avons des projets que nous allons porter au niveau des partenaires publics pour réussir le projet Rémy-Armand-Joly, c'est-à-dire le volet économique, le volet de l'emploi, le cadre de vie, le volet associatif, le volet culturel qui est indispensable à Rémy-Armand-Joly. Et pour conclure, je dirais aussi qu'on a un patrimoine culturel qui est énorme, qu'il faudrait mettre en avant. Le Moulin à Vent, l'Oyola, les Roches Gravées, le Rorota, tout ça devra être mis dans ce projet et sera réalisé comme on l'a dit. Je vous remercie. On va donc réajuster le temps, puisque je pense que M. Plenel a largement dépassé la minute. Ça sera 1 minute 30, je pense, pour les autres candidats. 1:36. Vous savez, quand on parle de Rémy-Armand-Joly, il est compliqué de s'arrêter. Attention, on va augmenter. La peine va augmenter. Très bien. Oui. Alors, 1:15. Naël Lama. Eh bien, donc, le message aux électeurs de Rémy-Armand-Joly, c'est que le 15 mars, ils devront prendre la décision la plus importante de ces 12 dernières années. C'est de savoir dans quelle direction la commune va aller. Donc, les questions à se poser, c'est qui, à votre avis, représente l'avenir de Rémy-Armand-Joly ? Qui représente le mieux Rémy-Armand-Joly ? Quel est le meilleur projet ? Quelle est la meilleure équipe ? Rémy-Armand-Joly, encore une fois, un art de vivre des plus valorisables. Mais il faut pouvoir avoir l'énergie, l'envie, la volonté de le faire. Rémy-Armand-Joly peut devenir la capitale touristique et industrielle de Guyane, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, malgré tous ses atouts. Rémy-Armand-Joly a une chance, c'est qu'elle a réussi à trouver un équilibre entre ce côté un peu urbain et ce côté un petit peu rural. Elle a la chance de pouvoir faire vivre différentes générations les unes avec les autres, mais pour ça, il faut vouloir, il faut avoir cette volonté. Donc. Merci Naël Lama. Vous, Lénie Charles. Je crois que partout en Guyane, il y a un air de changement. Il y a un air de changement qui est en train de souffler sur notre pays. Et je crois que les habitants de Rémy-Armand-Joly sont bien conscients d'une chose. Le monde
il ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Ce n'est pas une citation d'Aline Charles, c'est Albert Einstein qui le disait et qui l'a, je crois, très bien dit. Au bout d'un moment, il faut qu'on décide des choses, il faut qu'on ose les choses. Alors je demande aux habitants de Remire-Montjoly de faire confiance à l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, parce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté de le faire avec vous, de le faire pour vous, et on ne pourra pas le faire sans vous. Donc, au bout d'un moment, il faut faire confiance, il faut oser. Vous avez sûrement été déçus, mais de toute façon, dans la vie, quand on tombe, on se relève. Donc, il vous appartient de vous relever avec dignité et de vous dire qu'il y a une route qui s'ouvre et il faudra de toute façon la prendre. Donc, faites le bon choix le 15 mars prochain. Merci, Monsieur Ganti. Vous avez l'honneur de terminer cette... Oui, je m'adresserai donc évidemment aux électeurs et électrices de Remire-Montjoly. Chers amis habitants de Remire-Montjoly, je suis le maire sortant et j'assume mon bilan pour les 6 années qui viennent de passer. Vous qui vous promenez dans notre belle commune que vous aimez et que nous aimons nous aussi, vous vous rendez compte par vous-même combien nous avons travaillé pour rendre cette ville pleine de vie et où il fait bon vivre. Avec l'équipe qui m'entoure pour cette prochaine mandature, nous signons avec vous un contrat citoyen renouvelé pour consolider nos acquis, inscrire dans la performance nos projets communaux et relever tous les défis. Nous restons ambitieux pour notre commune et nous ne venons pas faire pour vous, mais avec vous. Cet avenir que nous vous proposons est toujours basé sur l'aspiration du mieux vivre ensemble, en prenant en compte toutes les thématiques, que ce soit la jeunesse, la famille, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Tout ceci dans le cadre du développement durable, qu'elle soit sociale, économique et écologique. Alors le 15 mars, je vous demande de voter pour la liste que j'ai l'honneur de conduire, qui est toujours engagée pour le bien vivre ensemble à Remire-Montjoly. Madame, Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. J'espère qu'elle a été fructueuse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur RDI 105.1, 88.4 pour Kourou et sur Facebook. Je vous donne rendez-vous à tous demain soir. Nous recevrons les têtes de liste de Matoury. Et ce débat aura même des caractéristiques similaires à celles d'aujourd'hui et peut-être différentes. Merci à tous et bonne soirée.